Bienvenue sur Balafon Télévision dans Mon Incroyable Histoire. L'histoire qui vous fait découvrir des parcours, des histoires tout aussi exceptionnelles qu'inspirantes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 3 histoires exceptionnelles, inspirantes et surtout de résilience. Des profils qui vont vous marquer, qui vont vous inspirer et vous apprendre des leçons de vie aujourd'hui et sûrement pour toujours. Mon Incroyable Histoire, installez-vous, ça se raconte maintenant. Je parle de Mon Incroyable Histoire et vous vous demandez sûrement de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, aujourd'hui nous recevons des parcours exceptionnels, des crashs d'avion, des accidents de circulation et des enfantements un peu trop tardifs et donc super éprouvants pour le couple. C'est donc 3 profils différents, des histoires particulières et qui auront aussi la particularité d'être commentées par un psychiatre. On dira même qu'on sera en consultation directe sur Balafon Télévision. Directement, nous recevons nos 3 profils ou nos 3 histoires. D'abord, le couple Ngango. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités ce soir. On espère qu'on va tirer des leçons et que ça va servir plutôt d'histoire inspirante pour les autres. Merci beaucoup. À côté, on a Mati Gaël. Son histoire est tout aussi exceptionnelle. Victime d'un accident de la circulation, elle est la seule survivante de cette tragédie finalement. Un mort le même jour, le deuxième un peu plus tard. Elle a quand même réussi à ressortir de ce traumatisme-là. Et Mati Gaël, c'est la joie de vivre finalement, malgré ce tragique accident. Mati Gaël, merci d'avoir accepté de raconter cette histoire ce soir avec nous. Merci surtout pour le courage de ce soir. Et à côté, on a un événement encore, là c'était désert pour le sol directement. On parle d'un crash d'avion. C'est Emmanuel reconnu dans Secret Story Afrique. Si je ne le dis pas, il faudra que vous compreniez un peu l'histoire derrière. Lui, il a été le seul survivant d'un crash d'avion au Congo qui a fait 25 morts, dont les passagers de l'avion et les occupants du domicile sur lequel l'avion avait finalement crashé. Emmanuel, merci d'accepter de raconter cette histoire aujourd'hui sur Balafon Télévision. Bonsoir Claire, merci de m'avoir invité. C'est comme je l'ai fait avant sur ce même plateau. Je voulais remercier encore de m'inviter une fois pour partager mon histoire avec d'autres personnes et mon expérience que j'ai eue. Et je crois que, comme le couple a dit, je crois que d'autres personnes vont en tirer de cette histoire. Et c'est ça. Merci. Merci infiniment Emmanuel. Et pour la consultation en direct ce soir dans Mon Incroyable Histoire, vous aurez le docteur Christian Eyoum, psychiatre. Lui, je ne sais pas si je dois encore vous présenter, parce que le parcours est tellement long et des témoignages tout aussi inspirants à chaque fois. Des adolescents au couple, des drogués, il en a eu tellement dans son parcours. Docteur Christian Eyoum, merci de faire la consultation avec nous aujourd'hui. Merci Clairus, c'est un honneur d'être invité à cette émission. C'est l'occasion de continuer de travailler sur la question de la souffrance et trouver le moyen de désamorcer et d'apporter du soulagement. Merci. Merci à vous, docteur Eyoum, d'être venu. Et on va commencer avec la toute première histoire, juste après ceci. La première histoire ce soir, c'est celle d'Emmanuel. Avec lui, on va vivre un peu la tragédie de cette année 2019, la tragédie de ce crash d'avion au Congo. Lui, Camerounais, parti pour ses affaires. Et Dieu merci, il vit encore 6 ans plus tard. Mais Emmanuel, racontez-nous un peu aujourd'hui comment la tragédie de ce crash s'est vécue. Les instants d'après, les jours qui ont suivi. Bon, Claire, merci encore une fois de plus. Comme je l'ai dit avant, cette histoire, ça m'a pris presque 5 ans pour en parler. Après ce clash, je ne voulais pas en parler parce que quand je pensais à ces personnes avec qui j'étais dans l'avion, on était dans la salle, dans le waiting room, 5 minutes après, ils sont tous décédés. Les gens avec qui on s'est changé de numéro, on devait avoir des choses. Bon, après, je les ai vus partir en flammes. Pour moi, ça m'a pris 5 ans, je ne voulais pas en parler parce que chaque fois que j'en pensais, j'avais toujours cette image, je revenais toujours dans ma tête. Bon, après 5 ans, grâce à l'émission Secret Story, comme vous avez évoqué,
C'est après cette émission que j'ai eu le courage d'en parler pour la première fois. Et après ça, j'ai vu que après quand j'ai eu à parler, ça m'a libéré. Et je suis venu encore plus ouvert parce qu'avant, je peux m'asseoir et discuter avec vous comme ça industriel, je devais être enfermé, je ne parlais pas. Mais après cette télé-réalité, ça m'a beaucoup ouvert au monde et j'ai compris beaucoup de choses. Et je me suis dit, quand ils m'ont contacté, vous savez, ça c'était une émission de télé-réalité que les gens postulent. Oui, oui. Mais moi, j'ai été contacté plusieurs fois. Et je refusais toujours. C'est grâce à ma femme qui m'a poussé que je devais aller, que ça devait m'aider. Et grâce à elle, j'ai dit merci à ma femme pour m'avoir poussé à prendre part cette histoire et à participer d'abord à cette télé-réalité. C'est après ça où j'ai eu le courage de m'ouvrir et parler de cette histoire. Après, quand je l'ai parlé pour la première fois, je suis beaucoup plus soulagé maintenant et je peux parler tant de fois. Parce qu'avant, quand quelqu'un me posait cette question, je me levais, j'ai parlé une fois. Mais pourtant, si 10 personnes posent cette question maintenant, je vais les expliquer encore et encore. On était en 2019, mais quand même, c'est vrai que ça t'a pris 5 ans, comme tu le dis, d'en parler finalement au grand monde. Mais autour de toi, parce que tu dis tu es resté calme dans ton coin, c'était difficile pour toi d'en parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérangeait? Est-ce que c'était le fait d'une certaine culpabilité de comment j'ai fait pour me retrouver le seul survivant? Est-ce que je méritais d'être le seul survivant? Qu'est-ce qui t'empêchait de parler net après ce crash d'avion? Claire, pour dire la vérité, ce qui m'empêchait, c'était le fait que les gens avec qui quand j'étais le seul survivant, et les gens avec qui j'étais sont tous morts. Je n'ai pas pu. Quand j'ai sorti de l'avion avec 2 personnes qui étaient encore vivantes, quand j'ai sorti avec 2 personnes qui toussaient, mais vu que la fumée était trop forte et je ne pouvais pas supporter, je me suis échappé, j'ai laissé ces gens mourir. Quand j'ai resté, je pensais toujours à l'image ou au son que ces gens ont, comme ils ont toussé. Je me suis dit, je pouvais les sauver, mais je n'ai pas pu, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est ça qui me dérangeait un peu. Aujourd'hui, c'est quand même passé cette culpabilité. Oui, c'est passé puisque, comme je vous dis, je viens de parler maintenant. Si c'était avant, je crois que je ne devais pas en parler. Et là, entre les décombres, entre la fumée, ça a été facile, les secours sont venus rapidement ou bien ça a pris du temps pour finalement recevoir de l'aide après ce crash-là? De l'aide, puisque... Pour être clair, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'étais le seul survivant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant le décollage, moi j'étais en train de visionner un film sur mon portable, parce que c'est ce que je fais souvent, si je ne lis pas un livre, je regarde un film, donc j'étais en train de regarder un film. Et j'étais concentré sur mon téléphone. Dès qu'on est entré, le pilote nous a demandé de mettre nos téléphones en mode d'avion. J'ai mis, et quand on décollait, j'ai commencé à jouer un jeu Candy Crush. Donc j'étais dans le jeu profond. Donc je n'ai pas su. C'est les gens qui ont dit que l'avion a flippé 3 fois avant de crasher, mais je n'ai pas su, je n'ai pas vu, je n'ai pas à quelle heure ça a flippé. Bon, j'ai seulement compris un son, pam, à terre. Et quand je me suis levé, j'ai vu les gens étaient couchés. Et c'est difficile. C'était difficile. C'était difficile. Bon, quand c'est arrivé, comme je disais, je me suis levé. Quand je voulais me lever, il y a encore ma ceinture de sécurité qui était encore attachée. J'ai ouvert ma ceinture. Je me suis dirigé vers les pilotes pour voir ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert, comme c'était un petit avion, oui. La cabine. La cabine, oui. Quand j'ai ouvert, c'est là où le feu avait commencé. C'est là où le feu avait commencé, la fumée commençait à venir. C'est là quand je me suis dit, bon, c'est pas le feu qui va me tuer, c'est la fumée qui va me tuer. C'est là où j'ai commencé. Quand j'ai regardé au sol, j'ai vu une fissure. Comme je travaille pour une société de télécommunications, oui. Donc je devais quitter Goma pour Bukavu. Et Bukavu, il y avait un chauffeur qui m'attendait pour m'amener sur site. Donc j'étais déjà habillé en tenue de travail, okay. J'avais mes sécurités. C'est là où j'ai commencé à piétiner l'endroit qui était fusillé. Et mon pied, quand mon pied est passé, quand ça s'est cassé, mon pied est passé, j'ai sorti avec la tête, j'ai mis ma tête, je suis tombé. Si vous voyez les photos, j'avais une bourse là parce que j'ai tombé sur l'aile de l'avion avant de tomber à terre. Et dès que je suis sorti, 5 minutes après, même pas 5 minutes, dès que je suis sorti, comme d'ici peut-être 2 secondes, l'avion a pris feu. Il y avait une explosion. Et tous ces gens
Je l'ai regardé en train de mourir. C'était pas facile. Bon. C'est plutôt difficile comme expérience. On n'a pas vraiment... on visualise, mais le traumatisme, pour nous, on le ressent. Et on ne peut pas imaginer, nous, ici, à quel point ça a été dérangeant pour toi pendant autant d'années. Peut-être le docteur va nous expliquer justement tout à l'heure pourquoi ça a pris autant de temps pour que tu réussisses même à en parler, pour que tu t'exposes finalement au monde pour raconter cette histoire-là. Mais est-ce qu'il y a eu un grand défi, un déclic après cette histoire qui t'a permis aujourd'hui de passer derrière? C'est vrai que tu as parlé de Secret Story, mais je suppose qu'avant Secret Story, il y a quand même eu des événements qui t'ont permis finalement de sortir de toi et de te dire « Allez, je ne vais pas baisser les bras complètement parce que j'ai été victime d'un accident, d'un crash d'avion, il faut que je recommence à vivre ». Quel est le déclic qui s'est passé? Claire, pour être sincère avec vous, après ce crash, je n'ai pas eu un problème parce qu'après ce crash, j'étais à Goma. Bon, je me suis dit... je me suis vite dit, je suis pas dans mon pays, je dois rentrer dans mon pays. Et j'ai eu un crash d'avion et je dois rentrer dans mon pays par avion. Donc j'ai pris ce courage, j'ai dit, je ne dois pas laisser ça m'affecter, quoi. Oui. J'ai dit donc, comme je ne suis pas dans mon pays, je dois rentrer dans mon pays par avion. Et quand je suis arrivé de Goma à Kinshasa par avion, c'était très douloureux, c'était très effrayant pour moi parce que moi j'ai commencé à voler depuis 2015. Je n'ai jamais eu problème. Même quand il y avait les turbulences, je n'ai jamais eu peur. Bon, je me disais toujours que si c'est le jour de ma mort, ça c'est le jour de ma mort. Jusqu'à ce jour où j'ai eu ce crash, je ne suis pas mort, donc ce n'était pas le jour de ma mort. Et quand je suis rentré, j'ai recommencé mon travail. Quand le docteur avait dit que j'étais fit pour continuer le travail, je suis parti au travail parce que, comme moi, je travaille plus hors du Cameroun qu'au Cameroun. Donc, c'est un moyen de transport pour mon gain, pour mon quotidien, quoi. Donc, ça m'a pas... Le seul problème que j'ai eu, c'est quand quelqu'un me posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où j'avais un problème, parce que je ne voulais pas en parler. Mais tu as quand même signalé que ça a été difficile, le premier vol. Oui. Bien que tu aies dit qu'il fallait que tu aies le courage de reprendre l'avion et de te dire, je rentre au Cameroun. Oui. La peur, c'était quoi? Que ça crache à nouveau ou bien sûr, l'expérience, Claire. Tu sais, qu'il y avait une petite turbulence là. Avant, pour moi, ça me disait, mais dès qu'il y avait une petite turbulence, c'était comme si je le voyais, comme si c'était la même scène devait encore se reproduire et je devais encore subir les mêmes faits. Donc, c'était ça, c'était la peur de ça. Mais dès que je suis arrivé à Goma, de Goma au Cameroun, je n'ai pas eu ce problème encore parce que j'ai su succomber cette peur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça arrive encore dans l'avion? Non, de temps en temps, bien sûr. De temps en temps. Il y a un peu de peur. Oui. Finalement, est-ce que cette expérience a changé quelque chose en toi? Changer, oui. Moi, vous savez, Claire, dans ma vie, il y a une chose que j'ai... Je ne sais pas si c'est un don, parce que même ma famille me blâme pour ça. Je suis quelqu'un qui ne tient personne à rancune. Même si tu me fais quelque chose, qu'est-ce que tu me fais pour moi, ça ne me dit rien. Pour moi, ça ne me dit rien. Donc c'est un problème que ma famille me reproche toujours parce qu'il y a des choses, il y a des gens avec qui j'ai fait des business, ils m'ont arnaqué, mais après je m'assois toujours dans le même bar avec eux, je bois, quand ils veulent boire, ils m'appellent, je pars, quand ils veulent boire, je les appelle. Même pas une personne, plus de 3 personnes. Donc pour moi, je me suis dit, je prends la vie si simple comme ABC. Donc si quelque chose doit arriver pour moi, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. C'est ça mon principe. C'est ça votre philosophie finalement. Oui. Si c'est arrivé, c'est que Dieu a voulu. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas voulu. Ça. Docteur Eyo. Je suis très admiratif des compétences de monsieur parce que je pense qu'il a été entraîné. Il a été entraîné avant l'heure parce que quand je dis qu'il a été entraîné, j'exagère un peu, mais en fait techniquement, quand le cerveau humain rencontre la mort et qu'il revient de la mort, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. On dit dans le jargon, la rencontre avec le réel de la mort, elle vous transforme. Et donc, le cerveau de monsieur qui rencontre la mort,
et qui sait qu'il va reprendre le même chemin le lendemain, se met simplement en mode hypervigilance. Et l'hypervigilance, c'est ce qui fait que on hésite à repartir sur la même chose, parce que le cerveau fait des associations. Il fait exactement comme dans les publicités. Vous voyez dans les publicités qui passent sur Balafon TV, l'habitude c'est qu'on associe un produit à une image que nous aimons. On associe un produit à une star, et quand nous allons au supermarché, quand nous voyons le produit, nous avons le même ressenti que nous avons pour la star. Donc le cerveau sait que quand je monte dans l'avion, ce qui peut arriver, c'est telle ou telle chose. Donc il entre en mode hypervigilance, mais avant ça, il est dans ce qu'on appelle une manœuvre d'évitement. Il va essayer d'éviter de reprendre le même chemin, parce que ce chemin est un chemin du danger. Et donc, heureusement que lui, je pense que dans son enfance, s'il va bien voir, il a déjà été entraîné à négliger un certain nombre de choses et à surmonter un certain nombre de facteurs de stress. Ça a fait qu'à ce moment-là, ces choses se sont mises en route et elles lui ont permis de traverser très rapidement la crise. Mais dans les conditions classiques, on voit que les gens peuvent aller sur des dizaines d'années, même parfois, sans pouvoir se remettre sur pied comme ça. Donc, je pense que il a fait le travail qu'il faut, et c'est bien qu'il puisse en parler. D'ailleurs, il dit que c'est quand on évoquait la question qu'il se sentait mal. Parce que lui, il a aussi la capacité, je crois, de pouvoir dissocier les choses, de prendre son problème, de le mettre là à l'écart, de le mettre en quarantaine, comme on disait pendant le Covid, et de fonctionner totalement normalement. C'est quand on évoquait que ça l'obligeait aller chercher le fichier que ça le mettait mal à l'aise. Donc c'est un peu le commentaire que je peux faire. Est-ce qu'il y a un syndrome, le syndrome du survivant dans un contexte collectif? Donc... Oui, effectivement, dans ce genre de contexte, effectivement, il a un peu évoqué ça, c'est-à-dire que c'est la question de pourquoi je suis vivant. Parce que, vous savez, nous vivons de manière presque automatique, nous tous. On vit, on se lève tous les matins, on va, mais le but de la vie le pose dessus. Il faut avoir une foi particulière pour aller dans ce genre de questionnement. Et quand on a donc rencontré le réel de la mort et qu'on revient, surtout quand on était dans un groupe et qu'on ne voit pas la justification logique de notre survie, on est souvent dans la question de est-ce que je suis vraiment vivant? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a été à la guerre, qui a vécu une guerre dans un pays voisin au nôtre et qui a été emprisonné pendant la guerre. Et puis, on l'a compté parmi les morts. Et quand il est revenu et qu'il allait voir son épouse, là où elle était déjà, il a vu sa tombe. Et on avait déjà écrit son nom sur sa tombe. Et ensuite, pour qu'il soit réhabilité, son village a failli le tabasser parce que les gens ont cru que c'était un revenant. Les autres pensaient qu'il était mort. Et ensuite, il a été réhabilité, bien sûr. Son épouse l'amène en consultation. Et même son épouse me dit, je crois parfois que c'est pas lui parce que il respirait pas comme ça. Et lui me dit, il y a des jours où moi je pense que je suis pas vraiment vivant parce que j'ai même vu ma tombe. Donc, est-ce que je suis vraiment vivant, docteur? Donc, il y a ces choses-là où parfois on a une sorte de dépersonnalisation. On a l'impression qu'on n'est pas soi-même. Et on se questionne on se réveille le matin, on se dit, est-ce que ce que j'ai vécu hier était vraiment réel? Est-ce que je suis encore dans la réalité? Voilà. Et finalement, on le dépasse comment? Est-ce qu'il faut un dépassement personnel? Est-ce qu'il faut à tout prix se suivre? Parce qu'Emmanuel n'a pas vraiment signifié le fait qu'il avait rencontré un psychologue ou un psychiatre, rien du tout. Donc, les mécanismes personnels de dépassement de ce type... Il y a beaucoup de gens qui arrivent, heureusement d'ailleurs, à dépasser tout seul. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire. L'idéal est d'être suivi. L'idéal est d'être suivi. Je pense que, je dis bien que lui, il a eu une grande déception et ça se voit que, comme je dis, il a dû vivre un entraînement qui est passé par d'autres choses. Il a dû vivre des choses dans son enfance, au village, à l'école, et voilà. Et ça l'a formaté pour qu'il soit capable de résister. Et il a le niveau de flexibilité qu'il faut pour qu'on le torde et qu'il puisse se redresser ensuite. Mais l'idéal est d'être suivi. Il faut vraiment être particulier pour arriver à s'en sortir comme lui. Il faut vraiment être suivi, c'est l'idéal. Il faut demander de l'aide quand on sent que ça ne va pas. Il ne faut pas résister forcément parce que sinon parfois ça se tasse et ça rebondit un jour où on tombe sur une situation qui vibre en phase avec l'événement en question. Donc il vaut mieux demander de l'aide effectivement, oui. Il faut pleurer. Quand les larmes viennent, il faut évacuer. Parce que nous, on dit qu'il ne faut pas pleurer. Non, mais je pense que pleurer c'est un signe de détresse. Alors il faut se donner le droit de pleurer. Et il faut écouter ceux qui pleurent aussi. Il ne faut pas juger, qu'on soit homme ou femme, et ça je veux bien le dire, parce qu'on interdit aux hommes souvent de pleurer. On dit il est un homme dont il ne peut pas pleurer. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes souvent quand on leur dit de ne pas pleurer? Ils vont utiliser autre chose que les pleurs, la colère.
Vous voyez dans les deuils, par exemple, vous voyez tous les hommes sont colériques pendant l'événement parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester la tristesse. Et donc, du coup, si la tristesse vient, c'est que c'est une marque de mal-être à l'intérieur. On peut pleurer, bien sûr, mais si ça se répète beaucoup, ça veut dire qu'on n'a pas la tranquillité nécessaire pour continuer d'avancer tout seul. Et là, il faut aller voir un thérapeute qui peut arriver à aider à désamorcer. On peut désensibiliser la personne et permettre à la personne de pouvoir reprendre le même avion demain en étant comme elle était un peu avant. Il y a des thérapies aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment reconnues, très efficaces pour pouvoir aider à désamorcer. Merci, docteur Christian Ayoub. Merci. Il y a la possibilité de se surpasser, mais Emmanuel, lui, c'est une leçon de vie. Victor, Edith, est-ce que vous avez une question pour Emmanuel? Parce que quand même, lorsqu'on est co-docteur, il faut se faire suivre. Mais Emmanuel, il s'est suivi, il est... 3 jours après, parce que après le crash, j'avais perdu tous mes téléphones. Donc 3 jours après, j'ai acheté un téléphone. Et quand je me suis logué sur ma page Facebook, quand j'ai vu les messages, quand j'ai vu tout le monde entier envoyer le message, c'est là où j'ai fondu en âme. J'ai pleuré jusqu'à le docteur. Ils ont compris, le docteur, ils sont venus, on m'a vu, on a récupéré mes téléphones. On a gardé on m'a remis le téléphone une semaine après. Quand on était sûr on m'a demandé si tu suis, si je peux récupérer mon téléphone. Mais quand j'ai vu les messages que les gens m'envoyaient, que les gens parlaient, ça m'avait touché. Je me suis dit, tout le monde entier. Je vois le message dans tous les pays. Les gens disaient, moi j'écris du Gabon, j'écris de la Zimbabwe, j'écris Emmanuel, Dieu avec toi, tout le monde. C'est là où je me suis mis en larmes. J'ai pleuré toute la nuit. Il n'y a pas eu de rest in peace quand même. Oui, mais ce qui est intéressant dans ça, c'est comment Emmanuel se voit et comment il perçoit le fait qu'on le voit. C'est-à-dire que Emmanuel, finalement, au fond de lui, a une certaine stabilité. Mais quand il commence à voir ce que le regard de l'autre dit de lui, là, il se rend compte de qui il est complètement. Il y a un complément. Et c'est ce qu'il faut voir aussi. Hein. Je reviens sur la question des enfants, par exemple. C'est-à-dire que les enfants, souvent, ils ne savent pas s'ils sont grands, s'ils sont forts. C'est ce que nous leur renvoyons qui va leur permettre de construire. C'est comme quand vous allez à l'école. Quand on vous donne une note, ben vous ne savez qui vous êtes totalement qu'après le cours, mais après l'évaluation et le bulletin aussi. Et donc son bulletin, c'est que lui, à un moment, il avait l'impression qu'il avait juste passé un examen naturel parce qu'il avait sa sécurité, sa chaussure qu'il appelle sécurité, le mot est bien choisi, parce qu'il avait réussi à tomber sur la tête sans perdre connaissance, parce qu'il avait... Donc tout allait bien, il est même allé bosser. Et puis à l'hôpital, il voit ce que les autres disent de lui. Et il se rend compte de l'intensité de ce que c'est. Pour ça que souvent ce qui se passe après l'accident, ce qu'on va dire à la personne, attention, risque parfois aussi d'aller retourner le couteau dans la plaie et induire un certain nombre de choses. Il montre bien ça, que c'est les commentaires des autres qui ont activé chez lui, qui l'ont aidé à aller visiter ce qu'il y avait vraiment comme peine au fond de lui. Voilà. Merci Emmanuel pour ce témoignage, ce signe de résilience, cette force mentale. C'est plutôt une inspiration parce que chaque jour, chacun dans sa vie a forcément des moments de trouble, des moments où on se demande pourquoi j'ai la chance encore d'être vivant ou pourquoi je ne suis pas mort avec les autres. Mais Emmanuel a réussi à surpasser cela et même finalement sans avoir un accompagnement spécial. C'est un guerrier des temps modernes, si je vais le dire ainsi. Et à côté, on a une autre guerrière. Elle, c'est Mathie Gaël, victime d'un accident de circulation avec... la journée, c'était plutôt un long périple entre je voyage ou je ne voyage pas et finalement le véhicule que je trouve me fait pratiquement frôler la mort à quelques secondes. Mathie Gaël, est-ce que tu te rappelles encore de comment cette fameuse journée, parce que Mathie aussi, comme Emmanuel, a reçu beaucoup d'appels des réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé, on a appris l'accident et tout ça, c'est un mélange d'émotions. Ce jour-là, Mathie. Alors ce jour, je ne vais jamais oublier, c'était je crois un 24 juillet 2016, je sortais de Balmayo. J'avais des affaires à faire à Balmayo et quand je retourne sur Yaoundé, j'avais programmé mon déplacement à l'agence pour 14h30 et lorsque j'arrive, je pense que c'était Finesse où j'avais réservé. J'arrive, le 14h30 vient juste de décoller devant moi et là tout de suite je suis énervée parce que j'avais laissé ma fille à la maison. Il faut à tout prix voyager. Alors je décide d'aller chez Touristique. Quand j'arrive chez Touristique, on me dit non, le 14h30 vient de partir, c'est mieux d'attendre le 16h.
Finalement, je dis, mais finalement, je voyage ou je ne voyage pas? Quelle est l'agence? Après, je repars sur Marathon. On me dit, non, oh là là, tu aurais pu venir plus tôt, le 14h30 vient de partir, il faut attendre 16h. Entre 14h30 et 16h, je dis, non, ma fille, je ne veux pas voyager la nuit, je veux à tout prix voyager. Là, je prends un taxi, je me retrouve au Carrefour Vannes. Il y a des véhicules qui passaient, parce que pour moi, l'idée, c'était de faire l'autostop. Il fallait à tout prix voyager. Je me retrouve en train de stopper les véhicules. Il y a 2 Mercedes qui passaient, 2 Mercedes grises. La première me traverse, la deuxième s'arrête. Bonjour madame, oui, je vais sur Douala et tout. Ah ok, nous allons aussi sur Douala. J'entre donc dans le véhicule, les messieurs se présentent, c'était des hommes de l'armée. Moi, c'est le commandant Ayama et lui à côté, c'est le commandant Zé. Je dis, je m'appelle Matigel. Tristement, mais après, bon, j'avais confiance. C'est comme si on se connaissait déjà. J'entre dans le véhicule roule. À Boumniébel, ils sont, il faut qu'on s'arrête, on veut un peu manger. Je m'arrête, je dis, bon, je regarde le temps, je dis, bon, on n'est pas obligé de s'arrêter. Finalement, on s'arrête. Ils ont pris le porc-épic, parce que je me rappelle bien. Moi, j'ai pris une petite bouteille d'eau. On a duré presque 15 minutes sur place parce qu'il fallait faire vite. Et sur le chemin faisant, on se retrouve à Pouma. Pouma, après, il y a tellement de pluie et les deux s'arrêtent. Ils essayent de regarder le rétroviseur qui dérangeait un peu. On suit le chemin, il est exactement 17h58, parce que j'étais concentrée sur mon téléphone, il m'intriguait. Et 17h58, je suis sur le téléphone. Lorsque je soulève la tête, soudain, je vois un camion qui venait à vive allure. Il avait fait un mauvais dépassage. Et là, le camion est là, le véhicule est là. Tout ce que je me rappelle, je vais vraiment faire un accident dans ma vie. En tout cas, rien ne va m'arriver. Entre rien ne va m'arriver et les heures après, il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai perdu connaissance, je ne me rappelle plus de rien en dehors de ce camion qui venait à vive allure. Je perds connaissance et je me retrouve sur le sol. Lointain, j'entends les cris, il y a une maman qui dit « les enfants de Dieu existent, les enfants de Dieu existent ». Et apparemment, sur la route, il y avait carrément du sang versé partout. Le commandant Zé, ça avait carrément coupé les pieds. Le commandant Ayama, il était carrément broyé de l'intérieur, tout en pâte, à l'intérieur où il était coincé dans le véhicule. Moi, je n'ai pas vu parce que je me dis, à un moment donné, si j'avais vu une image, peut-être ça allait me précipiter à la mort. Là, j'étais en train de suivre les bruits et je me retrouve tout de suite à l'hôpital. Je me réveille à l'hôpital peut-être 4 heures de temps après. Je sais réellement pas ce qui s'est passé entre le lieu de l'accident et l'hôpital. Et je me retrouve à l'hôpital, j'entends les cris. Je voyais à la gendarmerie et tout de moi, on se dit, elle s'est réveillée. Quand je me réveille, je reconnais presque personne, je suis perdue, pourquoi je suis à l'hôpital. Et donc c'est comme ça que la personne qu'on avait contactée, il a fait tout de suite, je pense qu'il avait fait Douala, Edea en 20 minutes pour venir à mon secours. Tout ce qu'il a à faire, c'est de me sortir de cet hôpital parce qu'il y avait tellement de cris. La douleur de celui qui était broyé était tellement intense, il criait de partout, qu'il a fallu qu'on m'évacue de l'hôpital, qu'on me fait rentrer donc sur Douala. Il fallait donc se rassurer que je reste vraiment éveillée parce que j'étais tellement inconsciente, attachée sur le siège du véhicule. Je me retrouve à la garnison militaire de Bounanjo où on essaie de faire des scanners et je n'avais rien eu du tout. C'était vraiment bizarre, je n'avais ni égratignure, rien du tout. Mon siège, même après l'accident, c'est uniquement mon siège qui n'a pas été touché. Tout le véhicule était carrément en pâte, une Mercedes. Le moteur s'est carrément retrouvé à des kilomètres, le véhicule est carrément méconnaissable. Alors lorsque je suis à l'hôpital, tout de suite je ne me rends même pas compte de ce qui s'est passé. Et j'ai une amie qui m'appelle au téléphone, ma grande sœur est là, je veux décrocher, elle dit non, ne décroche pas. 5 minutes après, lorsque le médecin arrive, je me dis, j'étais dans un véhicule, je commence à dire,
J'étais dans un véhicule avec 2 messieurs. Ils sont où? Pourquoi je suis à l'hôpital? Et je commence à faire donc les crises, je commence à crier très fort. Les médecins, tout le monde vient à mon secours. Qu'est-ce qui se passe? On m'a donc injecté, je ne sais pas trop quoi, pour me calmer. J'ai dormi peut-être 2 ou 3 heures de temps. Le lendemain, il fallait qu'on me raconte l'histoire. On a dit non, il ne faut pas qu'on me raconte, il faut pas, parce que honnêtement, je n'avais rien vu. Quand je sors de l'hôpital 2 semaines après, je suis carrément traumatisée et un peu immobilisée parce que j'avais cogné mon genou. Il fallait se rassurer que le crâne n'a rien, que le pied c'est normal. J'arrive à la maison 2 semaines après. Je pose des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi je me retrouve à l'hôpital? Où sont ces personnes avec qui j'étais? Et malheureusement, on était obligé de m'expliquer réellement ce qui s'est passé. Quand on m'explique, je fonds en larmes, je dis mais attends, j'aurais pu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que, entre-temps, tu as la police qui est avec moi, qui doit me questionner, puisqu'il y a des gens, ce sont des gens de l'armée. Est-ce que c'est de ma faute? Je commence à culpabiliser lorsque je me retrouve à Bonanjo, à la gendarmerie, on me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait mauvais dépassement? Est-ce que j'essaie d'expliquer la scène? Mais je dis non, il n'y avait pas mauvais dépassement. Mais sauf que je me culpabilise. Je dis, mais si je n'étais pas entrée dans ce véhicule, peut-être la chose serait passée autrement. Est-ce que j'étais programmée pour mourir? Est-ce que j'aurais pu attendre Finesse? Est-ce que j'aurais pu attendre à Touristique? Est-ce que j'aurais pu tellement de questions que jusqu'à aujourd'hui, je ne parviens pas à me retirer ça de la tête. C'était tellement douloureux. Je me suis dit, Mati Gaël, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle est réellement ta mission sur Terre? Et si tu mourais en ce moment-là, est-ce que tu devais être fier de toi? Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'ici? Tu aurais laissé une petite fille de 3 ans et tout. Et jusqu'aujourd'hui, je me remets petit à petit, surtout quand j'imagine que je vais prendre l'axe Douala-Yaoundé. C'est carrément, c'est autre chose, quoi. Tu te remets peu à peu. Oui, jusqu'ici. Oui. Mais visiblement, pour nous qui regardons à l'extérieur, on a l'impression que tu te remets beaucoup. Oui. Et est-ce que tu as réussi? Parce que là, tu le signales, tu le signifies à plusieurs reprises. Est-ce que j'aurais dû entrer dans le véhicule? Pourquoi je ne suis pas entrée? Tu as l'impression, peut-être c'est de ta faute. Est-ce que tu continues à avoir ce sentiment de culpabilité jusqu'aujourd'hui? Le sentiment de culpabilité, un peu, parce que je me suis dit, tu aurais pu attendre. À Finesse, tu aurais pu attendre. À Touristique, tu aurais pu attendre. Mais après, tu te dis, et si tu attendais à Touristique ou Finesse, peut-être ce jour-là, c'était programmé pour que cela, en fait, pour que la situation arrive. Donc tout de suite, je me suis dit, peut-être ça devait arriver dans tous les cas. Que par l'agence ou par le véhicule en question, est-ce que c'est de ma faute? Non. Est-ce que c'est la faute des messieurs? Non. La conduite était normale. On était sur notre route et puis il y a quelqu'un qui vient vers nous. Et là, avec une Mercedes, tu ne peux pas vraiment tout de suite dire que tu... Mais il s'est battu parce que lorsque je vois le véhicule, je sens comment il veut se rabattre. Mais malheureusement, il était très très tard. Et ça nous a coûté, en fait, ça a coûté ce que ça a coûté aujourd'hui. Et tu t'en sors plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que c'est vrai, tu t'es posé beaucoup de questions, tu as beaucoup de remises en question. Qu'est-ce qui est finalement le déclic qui te dit « Ok, j'ai été victime d'un accident de la circulation, ok, ils sont malheureusement tous partis, mais il faut que je revive ». Quel a été le déclic de ce mental-là? Je pourrais dire que ça n'a pas été facile. Honnêtement, ça n'a pas été facile parce que il fallait rester à la maison. Je suis restée à la maison presque 3 mois. Je ne voulais pas sortir parce que je me disais si je sors, même en glissant, je peux tomber, je peux mourir. Lorsque j'ai pris un taxi, c'était vraiment toute une histoire. Et alors, il fallait prendre la route après cet accident-là. L'effet que je ressens à l'instant quand je suis dans le véhicule, lorsque le chauffeur, il roulait vraiment très vite, j'ai commencé à crier dans le véhicule.
On se retourne, on me demande, je dis, je vais mourir, il faut arrêter, 10 minutes. Donc je commence en fait à crier. Tout le monde se posait la question et sûrement la dame, la maman qui était près de moi, elle s'est dit non, tu as été victime d'un accident. Parce que le chauffeur, il s'est dit il y avait un problème, il a dû garer sur le côté. Et j'ai donc commencé à pleurer. La maman à côté m'attrape, est-ce que tu as été victime d'un accident? Je dis oui. Elle me calme tout de suite. Après, le chauffeur était obligé d'aller à mon rythme. Alors, le déclic ne s'est pas fait tout de suite. Je pense qu'il y a eu des séquelles que j'ai carrément avalées qui se répercutent plutôt en 2021. En début 2021, je pense que c'était janvier ou février par là. Je ne sais pas, le neurologue m'a parlé de, c'est quoi, des traumatisme, c'est post-traumatique, un truc comme ça. J'ai l'impression que le pied que j'avais cogné se paralyse. Je commence à manifester les pleurs. Je suis comme ça, je suis en train de discuter avec toi. Tu vois comment je commence à pleurer. J'ai dit, mon pied, ça ne va pas. Et là, je me suis dit, et si c'était l'effet douleur, accident qui revenait, et je suis obligée d'aller consulter un neurologue pour voir si ce n'est pas un problème de nerf. Et ce n'était pas un problème de nerf. Et lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à pleurer. Il tire le mouchoir, il me dit, Madame, je ne vous connais pas. Ne pleurez jamais devant un inconnu. Peu importe la situation que vous traversez, ne pleurez jamais devant un inconnu. J'explique, il me dit, ces 3 dernières années ou 4 dernières années, quels sont les événements successifs? J'essaie d'expliquer. Il me dit, vous n'avez aucun problème. Vous allez vous guérir vous-même. Si je vous prescris un médicament, ce médicament coûte 100 000. Et un seul comprimé. Et je ne suis pas sûre que vous allez prendre 5 comprimés de suite. Donc vous allez vous guérir tout de suite. Vous avez des enfants, oui. Concentrez-vous sur vos enfants. Imaginez votre vie sans ces enfants. Et par son langage, je lui dis, effectivement, je peux comprendre parce que je suis d'abord orpheline. J'ai perdu mes 2 parents, j'avais 1 an. Donc ce parcours qui est tellement douloureux jusqu'à présent, dont je devrais me ranger. Donc quand je rentre de chez moi, je suis face à mon destin et je me rappelle ce jour où j'étais couchée, je regardais mon plafond et je dis, et si tu baisses les bras, comment est-ce que tu voudrais que ces enfants vivent sans maman? Tu n'as pas eu de mère, tu n'as pas eu de père, tu dois te surpasser et aller de l'avant. Et c'est ce jour-là que j'ai plus jamais pris des choses, j'ai complètement basculé et je suis devenue une personne différente aujourd'hui, qui ne saute devant rien, qui n'a peur de rien et qui se dit, qui vit vraiment à fond et se dit, et si c'est aujourd'hui que tu mourrais, tu aurais peut-être écrit l'histoire. Donc, une belle histoire, docteur. J'aimerais préciser qu'aujourd'hui, Mathie Gaël, elle vend des véhicules. Il faut faire cette précision. Oui. Terriblement, je vends les véhicules et je me rappelle Emmanuel Coco, je vais citer Emmanuel Coco, qui dit, on était à un événement, il dit, cette fille a une histoire, son histoire est quand même particulière. Elle est victime d'un accident où elle sort carrément la seule vivante. Et aujourd'hui, elle est condamnée à vendre les véhicules. Et elle est consciente qu'à tout moment, il peut faire un sinistre. Mais elle doit convaincre ce client à prendre le véhicule. Donc c'est quand même terrible. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur du véhicule, je n'ai pas peur du moteur du véhicule. Et par contre, dans mon argumentaire commercial, je mets l'accent sur le volet sécurité des voitures que je commercialise. Je dis toujours aux clients, si je te vends un véhicule qui n'est pas sécurisé, je suis en train de te mettre tout de suite dans ta tombe. Donc je mets vraiment l'accent et voilà, ça m'enseigne aussi. Mathie Gaël, la survivante. Docteur Christian Ayoub. Oui, mais je connais un auteur qui s'appelle Isitot qui disait que c'est les enfants que le monde n'a pas... que le monde a failli écraser, qui finissent par le sauver. Et je pense qu'on a là un bel exemple. Maintenant, après, on peut comparer Emmanuel et Gaël et dire que chez Gaël, il y a un disjoncteur qui a très très bien marché. Il y a eu un court-circuit parce qu'il y a eu un flot d'informations brutal. Ce camion, cet instant, bam! Et Gaël a un très très bon disjoncteur dans son cerveau qui a coupé le contact avec la réalité et qui l'a maintenu au début d'abord
dans un espace où elle était un peu somnolente. Et puis elle ne savait pas ce qui s'est passé, heureusement. Elle a raison de dire que si on avait continué à enchaîner les images que son cerveau ne pouvait pas traiter, ça l'aurait peut-être traumatisé. Et puis Gaëlle ensuite a été comme dans une sorte de rêve, comme si elle planait. Et elle a redécouvert la réalité progressivement avec les jours qui passaient. Et cette réalité s'est réinstallée couche par couche. Et ça lui a donné le temps de digérer. C'est comme si on vous donne toute une table de nourriture à manger. Si vous ne prenez pas les choses tout doucement, d'abord l'entrée, puis la résistance, puis le dessert, ainsi de suite, vous risquez d'avoir le choc. Donc elle a cette chance-là. Et ensuite, derrière maintenant, son histoire se rejoue quand elle regarde ses enfants et elle se dit, pour qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu. Donc elle a l'occasion aussi de prendre de la vengeance sur ce que la vie leur a imposé auparavant. Et elle part donc d'une cicatrice qui était aussi profonde que celle-là pour reconstruire quelque chose de très intense. Mais elle nous évoque aussi une question que les psys appellent la reviviscence. Ou alors ils appellent ça les flashbacks. Vous savez, on fait un peu anglo-saxon pour faire savant maintenant. On appelle ça les flashbacks. C'est que finalement, il suffit qu'une des choses se présente, qu'une série de choses se présente pour que tout le système redémarre la vidéo qui avait été mise en quarantaine. C'est un peu comme dans les téléphones, vous savez. Dans un téléphone, quand vous avez l'habitude de saisir « je vais à la maison », 10 fois, à la 10e fois, quand vous mettez « je vais à », le téléphone va suggérer la maison. Donc quand elle a repris la scène « je suis dans la voiture », 1, 2, c'est pas moi qui conduis, je suis assise à tel endroit, 3, ça va vite, 4, attention, le cerveau dit attention, warning, 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 il faut s'arrêter. Et donc, elle reprend tout le truc, elle commence à dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. N'y allez pas, je vais mourir. Les autres sont un peu surpris, mais elle rejoue un film. Et on l'a souvent vu ça chez tous ceux qui sont survivants d'accidents, de violences et de choses comme ça. Le cerveau a tendance à anticiper pour essayer de contourner le danger avant qu'il ne se manifeste, en fait. Oui. La question, on a deux traumatismes collectifs, individuels, ou à grande échelle ou à échelle un peu plus réduite. Pourquoi il y en a qui sortent avec un syndrome post-traumatique et d'autres pas du tout? D'abord parce que l'accident arrive sur des terrains particuliers. C'est-à-dire que l'accident qui arrive à Emmanuel trouve un Emmanuel qui est déjà un ingénieur, un Emmanuel qui n'est pas surpris par une fissure dans la carlingue d'un avion, un Emmanuel qui porte sa sécurité, je voudrais dire ça pour prendre l'avion, un Emmanuel qui peut plonger dans un jeu et ne pas, voilà, et trouve de l'autre côté une Gaëlle qui est déjà stressée par sa journée, qui court à chercher un transport, qui est, voilà, donc. Et puis un Emmanuel qui a eu son enfance particulière, une Gaëlle qui a eu une autre enfance. Et puis après, face à l'événement, le cerveau ne digérera donc pas de la même façon selon qu'il a un cerveau de garçon ou de fille, un cerveau de tel ou de tel. Donc à la fin, maintenant, face à ce choc-là, chacun va entamer des processus de digestion particuliers. Elle a dit que l'accident est arrivé un 24 juillet. Moi, je veux vous demander, est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez le 24 juillet dernier? Où est-ce que vous étiez? Je parie que personne ici ne s'en rappelle. Mais elle se rappelle un 24 juillet il y a très très longtemps parce 2016. Que cet aliment-là n'est pas digestible, ne peut pas être digéré par son cerveau parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et donc, si moi j'ai pris l'habitude de digérer des choses très, très, très violentes, parce que je suis un militaire, par exemple, parce que je suis quelqu'un qui a été formé pour ça, parce que je suis médecin, j'ai vu l'état d'accidenté, vous m'en mettez 10 là, je reste égal à moi-même, je fais mon job et je sors de là comme s'il n'y avait rien. Donc, on n'est pas égaux devant les traumas. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter les gens de faibles parce qu'ils ont fait un trauma et qu'ils ont manifesté ci ou ça. Il faut écouter pourquoi ils ont mal. Et il faut aller dans le signifiant, la signification que ça a pour eux. Parce qu'une gifle ne veut pas forcément dire qu'on la ressent comme ceci ou comme cela. On ne peut pas dire à l'avance. Et nous, quand on reçoit donc les gens, on les laisse dire comment eux, ils ont vécu ça. On les laisse raconter ça. Et on va voir comment ils choisissent les séquences. Qu'est-ce qu'ils prennent en priorité? J'ai vu le camion, j'ai senti ceci. On dit que l'avion a fait des pirouettes 3 fois. Moi, je n'ai pas senti. Et elle, par contre, elle a vu le camion et elle a un ensemble de choses. Et c'est quand elle voit le camion qu'elle débranche. Elle débranche les capteurs et puis elle n'a plus rien, juste à cette sorte de là. Et elle redébranche à nouveau et puis elle rebranche et puis progressivement, elle commence à rebrancher progressivement et elle redécouvre son corps. La douleur réapparaît à tel endroit, telle chose se rejoue parce que le cerveau arrive à isoler ces zones-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'un disjoncteur. Il y a un coup-circuit dans le genou. Ça fait très mal. J'isole le genou et je reconnecte progressivement. Chacun sa méthode.
Chacun sa méthode. Chacun sa méthode, mais après, dans notre contexte, il y en a qui vont dire tu surjoues un peu trop ta douleur. Oui, ça c'est encore cette question de juger les autres. C'est d'être toujours à vouloir que tout le monde marche comme si on était dans la même catégorie. Non, on est juste des humains différents. Chacun son ADN, chacun sa façon de vivre sa douleur. On ressent les mêmes douleurs, mais on les manifeste pas de la même, on les métabolise pas de la même façon. Et du coup, il faut s'éloigner de ces gens qui ont tendance à très rapidement juger. Je pense qu'il faut laisser les gens manifester. Personne ne gagne. Et comme on dit souvent aux jeunes étudiants, on leur dit aucune fille n'a plaisir de tomber à l'école juste parce qu'on va la bénir aux urgences et commencer à la réanimer devant tout le monde. Donc quand quelqu'un surjoue, le fait de surjouer en soi a déjà une signification. Alors même dans l'idée qu'on surjoue, ce qui n'est même pas vrai, mais même si on surjoue, ça veut peut-être dire appel à l'aide, ça veut peut-être dire écoutez-moi davantage, ça veut peut-être dire je ne me sens pas en sécurité par moi-même. Parce que si je ne me sens pas en sécurité et que j'ai crié une fois et que vous n'avez pas entendu, je vais crier 10 fois. Vous allez dire je crie trop, mais c'est parce que je tiens à ce que vous me regardez. Vous savez, il y a une jeune demoiselle qui a été hospitalisée dans mon service. Et puis, elle, pendant qu'elle est hospitalisée, personne ne veut venir être hospitalisé en psychiatrie, je vous rappelle. Le jour de la sortie, elle vient à mon bureau, elle tient à me voir avant, les parents sont dehors, elle tient à me voir avant de rentrer. Et on finit par entrouvrir entre deux patients, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je venais vous remercier de m'avoir hospitalisé. Alors, j'avais jamais entendu de remerciement pareil, on m'a toujours tiré dessus. Et là, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais docteur, c'est la première fois que je vois mon père et ma mère se parler. Parce que les deux se chamaillaient tellement, son père et sa mère, ils étaient séparés, qu'à un moment donné, cette fille était comme dans un coma. Et quand elle se réveillait de son coma, elle a vu son père qui est en train de sortir de sa chambre d'hospitalisation et qui disait à sa mère, qu'est-ce que je te ramène? Je vais lui chercher les yaourts au supermarché. Qu'est-ce que toi je te ramène? Et elle a cru à cet instant qu'elle était en train de rêver. Parce qu'elle n'avait jamais vécu cette scène. Et elle a voulu replonger dans son sommeil. Et elle a trouvé combien être malade peut être gratifiant, peut être bénéfique. Il y a donc comme des bénéfices secondaires souvent en arrière-plan de certaines pathologies. Et donc effectivement, il ne faut pas prendre le fait que l'autre soit en train de demander de l'aide comme un excès où il faut accompagner, il faut écouter, et il faut voir en quoi ça a une fonction dans sa maladie. 8 ans à attendre. C'est finalement une très longue attente parce qu'il fallait se consoler entre conjoints, il fallait se comprendre entre conjoints et il fallait faire comprendre aux autres. Ce n'est pas évident pour beaucoup de couples et ça n'a pas été évident pour le couple Ngango qui est avec nous, qui vont partager cette histoire. Je sais qu'Edith me regarde et j'imagine bien le nombre de regards qui ont surtout été tournés vers Edith. Et donc, 8 ans d'attente, c'est un marathon. 8 ans. On va dire que je ne sais pas si c'est notre force, je ne sais pas si c'est une grâce divine, mais une chose est sûre, c'est qu'on a tenu. C'était pas facile. C'était des combats tous les jours. C'était un combat psychologique pour moi-même, pour ma famille en face, pour la belle famille, pour les amis. Dans ce flot-là, c'était pas facile, Claire. Pas du tout. Pas du tout. En fait, chaque fois que on évoque ce sujet, moi, je me plais à la regarder parce que, pour moi, elle a été au cœur de l'histoire. Vous savez, chez nous, les Africains, chaque fois qu'il y a ce problème de recherche d'enfants qui se pose, on regarde la femme. On regarde la femme, à tort ou à raison, j'en sais rien. Alors que parfois, le problème peut être ailleurs. Et je dois dire que pendant les 8 années d'attente, elle a été à la hauteur. Parce que quand ça arrive, effectivement, ma famille, la famille de l'homme, a tendance à regarder la dame et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné même, je me suis fait dire, mais va voir ailleurs. Je le dis ouvertement comme ça. Et c'était des moments parfois très pénibles. Lorsqu'on se retrouvait deux, entre 4 murs, un appartement, on n'est que 2 à longueur de journée. Et moi, je sortais, c'était difficile.
Quand je revenais le soir, parfois elle était en pleurs, parfois c'était pas évident. Il y avait des petits signes, parce que c'est à ces moments-là que chaque petit mot qui vous est envoyé, le regard de l'autre, un geste mal placé, n'importe quoi prend du sens à vos yeux. Vous avez tendance à tout interpréter. Et je peux vous dire que même dans le regard de vos amis les plus proches, les plus intimes, vous avez l'impression que parfois c'est juste par pudeur qu'ils ne vous demandent pas, mais gars, qu'est-ce que tu attends? C'est quoi le truc? Donc oui, ça a été 8 années très difficiles, mais 8 années d'apprentissage. Je mets ça sous le signe de l'apprentissage parce que ça m'a rendu homme. Parce que nous, on s'est mariés en 2007. Et je peux vous dire que je venais de trouver mon boulot. J'ai commencé à travailler dans une multinationale. Donc, avec tout ce support, toute cette aisance, entre guillemets, j'étais là. Et en face, j'avais ma partenaire, comme j'aime à l'appeler. Je sentais qu'elle souffrait. Mais il fallait que je lui dise clairement que, écoute, on ne s'est pas mis ensemble pour les enfants. Moi, je n'étais pas épousé pour absolument avoir des enfants. Si ça vient, ce sera bien. Mais si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. On va avancer. Donc, ça, c'est une leçon de vie que moi, j'ai tirée. Cette solidarité-là, cette patience, faire corps pour résister à l'extérieur, parce que c'est ce qui a fait notre force. C'est qu'on a été ensemble. Ça, c'est Victor qui dit, il s'est dit, on ne s'est pas marié pour les enfants, c'est parce que je t'aime, que je t'ai épousé. Mais est-ce que vraiment ces paroles, à chaque fois, étaient tout aussi rassurantes qu'à un moment, Edith même ne s'est pas dit, je vais dire à Victor finalement d'aller chercher un autre bébé? Il faut dire, Claire, que ces paroles ont été apaisantes pour moi. Apaisantes dans le simple sens où je connais Victor très jeune. Donc, je connais Victor quand j'ai 16 ans, 16-17 ans. Et on chemine ensemble. On se rencontre déjà à la radio, il faut le dire, oui. Donc, on chemine ensemble et on apprend à se connaître. Notre histoire, c'est vraiment un long périple. Donc, on apprend à se connaître. Et 10 ans après, on décide de se mettre ensemble, c'est-à-dire devant Dieu, devant les hommes. Il vient demander ma main, comme on dit. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que, évidemment, tant que vous vivez, vous êtes dans l'informel, personne ne vous demande vraiment jamais rien. Mais à partir du moment où vous vous mettez ensemble officiellement, un mois après, on commence à te demander, tu ne veux pas vomir par hasard? Tu n'as pas mal à la tête? Et les petites questions qui commencent à te remettre en question. Ça te pousse à te remettre en question. Donc, oui, je vais dire, pour reprendre à ta question, c'est... Je vais dire, la présence de Victor, la présence de mon époux et de mon partenaire dans ma vie a été quelque chose vraiment de... Ça a été une bénédiction pour moi. Parce que j'aime à le dire, si j'avais épousé une autre personne, je ne serais plus forcément dans un mariage. Parce que Victor a été mon support, je vais dire, à un point où... Je ne saurais même expliquer. Souvent, je dis Victor, c'est pas mon mari, c'est un ange que Dieu a mis sur ma route pour essayer pour essayer de baliser mon chemin, comme on va dire, oui. Et il a plutôt très bien balisé, parce que finalement, on a des jumeaux. Oui, finalement, on a eu un garçon d'abord, après 8 ans, qui est venu juste après que j'ai tenté un suicide, entre parenthèses. Je ne devrais pas lui dire, mais je le dis. Un soir où je n'en pouvais vraiment plus parce que j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Même à regarder les films à la télé,
Dès que je mets la télé, et comme je suis une férue d'Africa Magic, Nollywood, oui. et c'est une histoire de femmes qui pleurent, les enfants, la belle famille menace, les amis. J'ai dit, bon, je prends ma Bible, je lis. Après, je dis, je peux le dire, hein? Oui. Je dis, Maman Marie, moi je ne sais pas, hein, peut-être c'est moi qui avais tué ton fils, mais moi je ne sais pas pourquoi il faut que je souffre comme ça en tant que femme. Moi, tu es pourtant calme, tu as eu un enfant, tu sais ce que ça fait. Pourquoi moi? Pourquoi me faire endurer tout ça? Pourquoi pourquoi je dois me sentir comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, et après, je me lasse, je commence à prendre des comprimés. Au moment où je veux avaler, Victor entre. J'étais dans ma chambre, il était au salon, il entre, et il me demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lui dis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai tellement supporté. Je suis tellement restée courageuse. J'ai tellement fait les hôpitaux. Je vais dire quoi? Les opinions des médecins ne concordent même pas. Un médecin qui te dit, mais on ne voit rien. Un autre te dit, mais vous avez un bordel dans le ventre. Excusez-moi le terme, hein. Suite à une opération que j'ai faite en 2008, où j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et malheureusement, j'étais à Bamenda. Je ne sais pas si c'était malheureusement ou heureusement, mais on a voulu, puisque nous vivions à Bamenda, on a voulu m'évacuer à Douala, mais le médecin nous a fait comprendre que c'était trop tard. En fait, que je ne pouvais pas atteindre Douala, trop risqué. Donc, il a fallu m'opérer en urgence. Et après, cette opération-là m'a créé d'énormes adhérences. Donc, ça a été mal fait. J'ai eu du mal à marcher. J'ai fait 6 mois à marcher recourbé. Donc, tout ça, voilà, la récupération a été difficile. Donc, après ça, je n'en pouvais plus d'attendre, d'espérer. On était en 2008 quand je faisais cette grossesse extra. En 2011, rien du tout. 2012, rien du tout. Donc, je me suis dit, bon, ok, ça ne viendra jamais. Autant mieux peut-être libérer mon partenaire et le laisser vivre sa vie. Peut-être que c'est moi qui suis un blocus. Donc, j'ai pris les comprimés, j'ai voulu les avaler, il est entré. Et c'est ce jour-là que j'ai compris tout ce qu'il représente pour moi aujourd'hui. C'est ce jour-là où il m'a dit, Edith, écoute, tu représentes beaucoup pour moi. Je ne t'ai pas épousée pour les enfants. Et je sais que Dieu nous en donnera. S'il ne nous en donne même pas, il y a des enfants qui ont besoin d'être adoptés. Il y a des enfants dans des orphelinats. On va faire la démarche. On aura notre enfant à nous. Mais pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux mettre fin à tes jours? Est-ce que tu penses que c'est ce que je mérite? C'est ce que nous méritons? J'ai fondu en larmes. Et puis, j'ai décidé je vais dire comment, de passer à, oui, de vivre. J'ai décidé de vivre, mais alors de vivre. Donc, on a commencé à faire des démarches dans le sens de voyager, de sortir du pays, d'aller visiter d'autres endroits, essayer de changer d'air. Et Nolan, quand nous avons fait la démarche, on allait, je me rappelle bien, on devait aller en Amérique. On a un ami qui devait nous accueillir, on était dans les démarches là. Un matin, j'ai commencé à avoir mal à la tête, j'ai commencé à me sentir frileuse et je lui dis, voilà, j'ai le palu. Il me dit, bon, comme tu as le palu, peut-être il faut qu'on aille à l'hôpital. Allons à l'hôpital, on va essayer de voir ce qu'il en est et quand on arrive à l'hôpital, on nous annonce la bonne nouvelle.
j'étais enceinte. Et je n'y croyais pas, puisque je demande au docteur, non, je veux voir l'échographie tout de suite. Je veux voir le bébé que vous dites que j'attends. Il me dit, mais madame, je vous dis que vous êtes enceinte. Je lui dis, non, ça ne se dit pas. Vous ne pouvez pas me dire ça comme ça. Ça fait 8 ans que j'attends. Donc, je veux voir. Et là, il m'amène dans la salle. Il me fait une échographie et il me montre juste une toute petite tache blanche comme ça. Oui. Quand je reviens, je dis à Victor, il n'en est rien du tout. Il est en train de nous mener en bateau là. Il me montre, moi, je n'ai pas vu la tête de bébé. Donc, j'étais bloquée dans ma tête. J'étais bloquée, c'est-à-dire que même les sciences, toute la science que j'ai fait à l'école, c'est-à-dire je m'attendais à voir la tête de mon bébé dans mon ventre. Alors, à moins de 3 mois, puisque c'était 1 mois et quelques. Oui. Donc, et pour vous dire par la suite que tous les jours, je guettais les signes. Mais comme on dit, quand Dieu donne quelque chose, je finis par comprendre que quand Dieu donne quelque chose, il le donne avec 2 mains. Nolan, mon fils, ne m'a vraiment pas... Je n'ai pas eu de nausées, de malaise, mais il était bien là. Et il faisait son petit bonhomme de chemin. Et voilà. Alors, finalement... Oui, mais ce qu'elle doit dire aussi, c'est que elle est restée très forte. Elle est restée très forte. Et moi, j'étais convaincu que de toutes les façons, ça arriverait. C'est pour ça que je parlais des signes tout à l'heure. Parce que, et quand Emmanuel racontait son histoire, j'ai imaginé cela. Il y a des signes. Quand je lui disais que c'est pas pour rien qu'il s'appelle Emmanuel, c'est un signe. Pour moi, à un moment donné, je me suis retrouvé sans un radis. Ça, je peux vous dire. Avec un bon salaire, mais je me suis retrouvé à un moment donné à 0 francs dans mon compte. Simplement parce que toutes nos économies ont été injectées dans les visites médicales, dans les consultations, dans le pays, à l'extérieur. On a tout essayé. Tout essayé. Et après, je me suis dit, non, Dieu, je veux dire, s'il existe un Dieu, il ne peut pas laisser qu'on souffre à ce point. On n'a rien fait à personne. Et quand Nolan arrive, c'est un peu comme la libération. Parce que je ne vous apprends rien que de dire qu'ici, que pendant la période de trouble, évidemment, on dit de tout et de rien dans les familles. À la limite même, les familles sont en opposition complète. Les gens se regardent en chien de faïence, les gens se parlent à peine. On sent bien que c'est juste pour la forme qu'on continue de sourire. Donc, quand Nolan arrive, c'est comme une libération. Les personnes diraient qu'ils ne se parlaient plus, recommencent à se parler, à sourire. Et c'est à ce moment que je tire ma deuxième leçon, de dire aux gens, écoutez, si vous ne m'avez pas supporté quand il n'y avait pas Nolan, ce n'est pas pendant que Nolan est là que vous allez me supporter. Parce que de nature, je suis quelqu'un de très posé, de très réservé, mais je sais être campé sur mes positions, des fois. Donc je me suis mis pratiquement ma famille à dos, parce que j'étais vraiment carré là-dessus. Vous ne pouvez pas me dire ce que vous m'avez dit il y a quelques années, et aujourd'hui on fait comme si tout allait bien. Évidemment, ce n'était pas tout le monde. Donc j'avais encore du renfort de mon côté, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était elle, parce que je savais qu'elle avait traversé une période très difficile. Donc c'est arrivé, et 5 ans plus tard, après Nolan, comme par enchantement, une deuxième bénédiction, et cette fois c'est des jumelles. Je ne sais pas. Je dis souvent aux gens, même si vous ne croyez pas à un Dieu qui vit, vous n'avez rien à perdre à croire que Dieu existe. Parce que le jour viendra, si vous avez cru, tant mieux. Et si vous n'y avez pas cru, vous allez avoir des regrets.
Donc autant y croire. Moi, j'ai toujours cru en cela et j'ai toujours dit, il y a une force au-dessus de nous, au-delà de la force humaine, au-delà des médecins. Et c'est peut-être l'occasion de rendre hommage à 2 médecins qui nous ont suivis pendant tout ce temps. Dr Gwetbel, qui était la première. Nous, on a découvert une dame, au-delà de tout ce qu'on peut dire, parce qu'elle a la réputation d'être très caractérielle. Et le premier signe que nous avons eu avec elle, c'est qu'elle a été très maternelle. Très. Dans notre cas. Ouais. Très maternelle. Et elle nous a dit, ça va arriver. Prenez le temps qu'il faut, mais ça va arriver. Le deuxième médecin, c'est le Dr Tala, qui est chez Marie aujourd'hui. Bon, lui, il est particulier. C'est un médecin un peu foufou. C'est quelqu'un de très... Et lui, il était dans une affaire du genre... vraiment, sortez de mon bureau. Vraiment, vous me dérangez. Vous cherchez quoi? Mais vous allez avoir les enfants. Il y a quel problème? Vous n'avez aucun problème. C'est quoi? Et donc, quand les jumelles arrivent, il est le premier à nous dire, vous voulez savoir quoi? Que vous avez des jumeaux. Ok, vous avez les jumeaux. C'est comme ça qu'il nous annonce qu'elle est enceinte. Oui. Je veux dire, de façon... Mais je pense que c'était sa façon à lui de détendre, parce qu'il avait compris qu'on était passé par beaucoup de situations qu'on lui avait racontées. Et des fois, je pense qu'il faut qu'on accorde un peu d'attention aussi à ces personnes-là. Parfois, ça ne marche pas, la relation qu'on peut avoir avec le corps médical. Mais des fois, juste des conseils nous mettent sur des rails. Parce qu'il n'y a rien eu de spécial. C'était le suivi. C'était juste d'écouter. Et puis, oui, et on a joué le jeu. On a joué le jeu vraiment. Donc voilà. Est-ce que cette parentalité tardive va modifier votre vision du bonheur? Parce que c'est vrai, tu lui as dit, je ne t'ai pas épousé pour les enfants, ça l'a pesé. Après un moment, vous avez commencé à voyager. Est-ce que le fait d'être resté finalement seul aussi longtemps a changé votre manière de voir la vie ou de voir le bonheur entre vous deux? Je dis une chose et puis peut-être elle va intervenir. Alors, j'ai failli... Moi, j'ai travaillé... moi, je suis dans le marketing. Et pendant longtemps, j'ai été très opérationnel. Je voyageais beaucoup. Toutes les villes du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a une seule ville que j'ai pas connue. Et à un moment donné, j'avais tous les problèmes avec mes collègues. Parce que tous les voyages que je faisais, je l'amenais avec moi. Sœur jumelle. Oui, parce que je savais que ce serait... Si je la laisse seule à la maison, ça va être difficile. Au lieu d'être tout le temps à regarder mon téléphone, savoir si elle a appelé, savoir si j'ai un message, ainsi de suite, j'ai dit, autant que faire se peut, allons-y. Donc je l'amenais en mission partout où je partais pratiquement. Et à un moment donné, j'ai arrêté de m'expliquer auprès des collègues, auprès de tout ce qui allait avec nous, parce que la question c'était, tu es obligé de l'amener, c'est quoi le truc? Bon, je n'entre pas dans les détails, on va se comprendre. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à l'amener partout? On va, pourquoi? J'ai dit, mais les gars, à chacun sa vie. Je sais qu'est-ce qui se passe et je construis la mienne. Donc, jouez la vôtre, moi je joue la mienne. Chacun a sa façon d'être heureux. J'ai besoin de l'avoir avec moi pour être au maximum dans le travail que je fais. Évidemment, c'était peut-être pas ça la raison principale, mais il fallait que je dise quelque chose. Donc, oui, ça a modifié la façon de travailler. Et je me souviens une scène qui me revient encore en tête. Coupe du Monde, FIFA 2010, en Afrique du Sud. Moi, je suis à Bamenda. Et là où je travaillais, donc on était sponsor officiel de la Coupe du Monde. Et une nuit, je dois carrément transformer la ville de Bamenda parce qu'il fallait... La Coupe du Monde démarrait, je crois, 2 jours après. Donc il fallait installer des points de visionnage de match. On a travaillé jusqu'à 22h. J'étais dehors. C'est à ce moment qu'on commençait. Et elle m'appelle. Vous êtes où? Je lui dis, on est sur Commercial Avenue. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a débarqué avec la bouffe. Elle est venue me trouver là, sur le terrain. J'ai mangé là. Elle est restée à côté. Une façon de dire que des fois, c'est l'harmonie aussi. Un autre signe
Moi, je crois beaucoup en ces choses-là. Je crois que c'est cette symbiose qu'il y a eu à un moment donné entre nous, cette harmonie-là, au-delà de tout ce qu'on avait de l'extérieur, des regards et tout, on est resté très, très soudés. Je pense que ça nous a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Différente du bonheur, 8 ans à attendre, mais 8 ans ensemble, 8 ans finalement à apprendre à vivre des expériences qu'à deux. Est-ce que ça a changé la vision du bonheur de manière globale ou du bonheur en couple? Rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé. Je vais dire quoi? Les choses se sont plutôt améliorées. C'est-à-dire que nos difficultés, nos combats nous ont rapprochés et nous ont resserrés un peu plus. C'est-à-dire que j'ai ma belle-sœur qui se plaît à dire que nous sommes l'ongle et l'orteil. Oui, donc parce que elle dit, et mon papa me dit souvent, ah, moi je n'ose même pas, quand je te demande quelque chose, tu me dis d'aller voir ton mari. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Il va me répondre comme toi. Donc, ton mari et toi, là, vous avez la même bouche. Donc, finis une fois avec moi. Je lui dis, non, papa, demande. Il dit, non, vous avez la même bouche. Donc, je veux dire que c'est toutes ces difficultés, toutes ces émotions par lesquelles nous sommes passés, toutes ces années à attendre, étant deux, à un moment donné, on était obligé de se couper carrément du reste du monde. On en est arrivé au point où, quand on nous invitait à des fêtes d'enfants, des baptêmes, des anniversaires, on donnait notre contribution, on ne partait pas. Parce que ça faisait tellement mal de voir les autres sourire. J'avais même perdu la manière de sourire. En fait, je ne savais plus sourire. J'ai commencé à sourire, pour vous dire vrai, à 3 mois de grossesse, où je me suis filmée. Et je lui ai dit, coucou, mais regarde, j'ai un beau sourire. Tu ne trouves pas? Il me dit, mais c'est toi qui ne veux pas sourire. Tu as un beau sourire. Parce que, en fait, j'étais un peu morte. Et puis après, j'ai commencé à revivre, on va dire ça comme ça. Connaissance finalement, oui. Docteur Eyoum. Quand que Victor parlait, j'avais envie de lui donner la palme du meilleur mari des 10 dernières années. Mais bon, comme je n'ai pas qualité, je me suis dit non mais il montre bien, il montre plusieurs choses que moi j'ai perçues. La première chose, c'est que quand on est dans un bon mariage, eh bien, il faut 2 camps. Il faut le camp des mariés et le reste du monde. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais aussi en les regardant, je me demandais dans quel style de couple ils sont. Je me suis dit, mais est-ce que c'est grand frère et petite sœur? Est-ce que c'est maman et son fils qui travaillent trop, mais qui a besoin d'une maman pour l'accompagner? Et puis, je remercie ces enfants qui leur ont donné le temps d'exploiter cette part d'eux-mêmes, cette part d'enfant qui est en eux. Mais également, quand je faisais la petite blague de donner le prix à M. Ngango, c'était de dire que l'instant où il trouve sa femme en détresse, parce qu'elle est en train de porter quelque chose. Elle porte quand même quelque chose. Et vraiment, il faut qu'on voit comme héros ces hommes qui sont capables de dire, bien sûr que moi en tant qu'homme dans ma culture, je ne ressens pas le besoin d'enfant et l'enfant n'a pas la même signification pour moi que pour toi, mais je te comprends, je me projette dans ta position et j'arrive à te comprendre. Ça s'appelle l'empathie. C'est cette capacité de se projeter dans la position de l'autre. Et c'est la même empathie que lui, M. Ngango, a pu reconnaître chez les médecins qu'il a rencontrés. Et je fais donc un clin d'œil au docteur Tala que je connais très bien. Il faut arriver à être empathique, à se projeter parce que parfois nous on n'a pas eu le même problème que l'autre qui nous pose la situation. Mais c'est aussi la preuve que notre culture est encore très attachée à la fonction du couple qui est de multiplier les enfants, de faire grandir la famille. Et donc en gros, effectivement, on voit bien, et je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à vous, madame, de pouvoir dire ici en direct à la télévision combien le suicide concerne. Je vous dis que 5% de 400 étudiants sur lesquels nous avons travaillé, les étudiants de nos facultés ici au pays, nous avons travaillé sur 400 étudiants et 5% d'entre eux ont déjà fait une tentative de suicide dans leur vie. Et chez les étudiants en médecine, 10% d'entre eux ont eu des idéations suicidaires dans l'année qui a précédé le début de notre étude.
les idéations suicidaires. Donc je suis extrêmement personnellement content de voir que vous portez sur vous de pouvoir transmettre ce message. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous, notre cœur est comme une banque. Nous investissons les choses. Par exemple, j'aime bien ma chaussure, j'aime bien mon téléphone, j'aime bien ci ou ça. Je mets un peu d'amour. Mais si je perds mon téléphone, vous n'êtes pas sûr que ça me fait plus mal que le petit stylo de 100 francs, puisque ce stylo m'a été offert par mon grand-père il y a 50 ans. Et donc, madame a fait de l'investissement très intense sur l'enfant à venir, l'enfant qu'elle attend. Et puis maintenant que l'enfant ne vient pas, elle perd, elle s'arrache une partie d'elle s'en va. C'est pour ça qu'elle a la sensation de ne plus exister. Donc cet investissement affectif-là est quelque chose qui va lui faire mal après, parce que la douleur qu'elle ressent est proportionnelle au manque que l'absence de l'enfant va lui induire. Et puis un jour, se faisant aider par monsieur, qui, lui, a fait quelque chose de très intéressant. Il est allé dans une chose qu'on appelle chez les anthropologues la fiction collective. C'est-à-dire que nous, là, on est capable, pour un bout de papier peint en violet, où il y a Marine Gombe, que je ne veux pas citer, de faire creuser un trou à côté. C'est qu'un bout de papier. Vous allez à 1000 km de ce côté, les Nigérians vous diront, ça c'est même rien. Et si le même papier que vous prenez chez les Nigérians, vous le ramenez chez les Congolais, ils ne sauront même pas ce que c'est. Donc nous devons nous créer une histoire, fût-elle une histoire de notre foi, ou une histoire de l'idée de notre couple, ou une histoire, quelque chose qui fait que même si la réalité s'avère agressive, nous grimpons, nous nous positionnons dans cette histoire et nous dépassons la réalité. C'est en ça que la foi et les histoires qu'on se raconte, les mythologies de couple, ce couple se raconte. Ils ont une mythologie de leur couple. Une nuit à Bamenda où elle est venue faire ci ou ça. Et un jour, il m'a dit ceci. Et à cet instant, quand je veux avaler, il ouvre la porte de la chambre. Et donc, le super-héros arrive. Et c'est très bien qu'il y ait une mythologie à chaque fois. Ce ne sont que les mythologies qui font vivre. Et la mythologie de la foi chrétienne ou de la foi musulmane, c'est les plus puissantes mythologies qui existent. Je dis mythologie pour dire comme les autres. Mais il faut que même le couple ait son mythe. Et donc j'admire beaucoup cette mythologie que vous mettez en place, y compris au niveau de votre couple. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je vais quand même demander, est-ce que le désir d'enfant inassouvi... Attendez, je prends juste le cas ponctuel de la question de la sexualité du couple. Au début, elle a une sexualité qui est plutôt dans le désir de plaisir, mais ensuite, maintenant, elle commence à être une sexualité qui a une fonction procréative quelque part. Et donc, quand on commence à cibler essentiellement la procréation, quelque chose d'artistique va mourir, quelque chose de spontané va mourir. C'est seulement pour évoquer ça. Maintenant, on se marie, pour certains, parce qu'on s'aime effectivement, et là, M. Ngango l'a bien dit, mais on se marie aussi parce qu'à un moment donné, il y a la parentalité qui vient. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'on ne change pas de phase. On reste dans une phase qu'on aurait voulu dépasser à un moment donné. Donc effectivement, il y a un enjeu dans l'attachement qui va se mettre en place. Et puis, il y a qu'on est parti sur un chantier d'une maison de 3 ou 4 chambres. Que vont valoir les autres chambres s'il n'y a pas d'enfants? Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait des homonymies? Parce que l'enfant permet aussi de prendre sa revanche sur la vie, de donner le nom de son père qui n'est jamais mort puisque l'enfant vient porter le nom de tel. L'enfant vient aussi comme une construction qui nous permet de nous étendre dans la vie et qui nous permet de nous organiser à ne jamais mourir au travers de lui. Donc effectivement, il y a de l'effet sur l'estime de soi parce que dans le milieu des femmes, comment je me comporte? Il y a même des tribus chez nous, vous savez, où on appelle les femmes par le nom de leur premier enfant. En pays Bamoun, par exemple, où j'ai travaillé, quand vous êtes la maman d'Emmanuel, on vous appelle Na Emmanuel. Ça veut dire la mère d'Emmanuel. Vous voyez, donc on ne vous appelle que comme ça. Et vous n'existez donc pas si vous n'êtes pas... Alors, en pays Bamileke, j'ai une épouse qui vient de ce pays-là. Dans ce pays-là, quand vous êtes la maman des jumeaux, on vous appelle Magne ou Tagne si vous êtes le père. Donc, il y a des gratifications sociales même. Il y a des galons sociaux qu'on vous donne parce que vous avez traversé un certain cap. Donc, effectivement, l'absence d'enfants aura un impact au niveau personnel. On l'a bien vu avec ces idéations suicidaires, au niveau du couple, au niveau de la famille et au niveau des galons qu'on perd. Et même peut-être des humiliations qu'on va nous faire vivre parce qu'on a pris toute cette dot pour ne pas donner d'enfants après. Qu'est-ce que ça vaut donc? Et vous qui croyez en Dieu et votre Dieu ne donne pas d'enfants. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent remettre en question l'histoire qu'on a. On va bientôt sortir. Et là, je vais demander à chacun, Emmanuel, Gaël, Edith et Victor, si vous deviez retenir une leçon finalement de chacune de ces expériences-là, ce serait laquelle? Si je dois retenir une leçon, pour moi, c'est d'être toi-même, d'être humble. Tout simplement, d'être toi-même et de croire en toi. Dans chaque situation de la vie. Oui. Moi, je dirais il faut avoir de la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut être soi-même vraiment et l'humilité compte beaucoup parce que j'aime souvent dire ce qui nous
appartient, la richesse qui nous appartient réellement en tant qu'humains, c'est la respiration. Parce que lorsqu'on retire cette respiration-là, tu n'es plus rien du tout. Donc, être simple et vraiment vivre sa vie, pas forcément en tenant compte des points de vue des autres, mais se dire, je dois vivre ma vie, tout simplement. Pour ma part, je dirais que la vie de chaque être humain est unique. Et il faut vivre sa vie. Ne pas essayer de calquer ou de transposer ta vie sur celle des autres. Ça ne marche pas forcément comme ça. Donc, quand nous naissons, nous venons, comme mon père me dit souvent, chaque être humain vient avec son bagage. Il vient avec son bagage, son bagage comporte ses difficultés, ça comporte on va dire ça comment, ses opportunités. Donc, il faut savoir jouer et surtout avoir la foi. Moi, ce que je retiens, de toutes ces histoires incroyables, c'est que à chaque fois, toutes ces personnes ont gardé la foi. Et donc, moi particulièrement, même quand je voulais flancher, j'avais quand même une once de foi. Oui. Voilà. Donc, c'est ça en fait pour moi. La patience. La patience, parce que derrière toute chose, il faut savoir exactement où est-ce qu'on espère chuter, où est-ce qu'on veut se projeter. Ça compte. Moi, je vois beaucoup de... je ne vais pas revenir sur le concept de foi, mais je pense qu'il est important de croire en quelque chose. Il faut croire en quelque chose. On ne peut ne pas croire en quelque chose. C'est cette chose qui nous porte, qui nous donne une direction, qui nous donne une envie de faire ou de vivre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ma reconversion professionnelle, j'ai décidé de partager. Et c'est pour cela que depuis un moment, c'est ce que je fais. C'est partager à longueur de journée. Et d'ailleurs, j'ai choisi de coucher tout cela, dans les prochaines semaines. Le commentaire, c'est que il faut continuer de se battre. Il faut vivre sa vie, effectivement, que sa vie. Et puis chaque fois qu'on respire, on est vivant. Et quoi qu'il arrive, tant qu'il reste le souffle, on continue d'avancer. On écrit son histoire et son histoire est particulière. On est seul à avoir son ADN sur la planète. Il faut défendre cet ADN jusqu'au bout, s'inspirer un peu des autres, mais ne pas forcément les suivre. Merci beaucoup au couple Ngango, Edith et Victor. Merci à Mathie Gaël. Merci à Emmanuel pour toutes ces histoires tout autant incroyables qu'exceptionnelles, remplies de patience, de foi, de résilience, de gratitude, de force et surtout d'espoir. J'espère que chacune de ces histoires incroyables aujourd'hui, dans mon incroyable histoire, ont marqué votre vie, ont marqué ce que vous pensez de chacune de ces situations-là et surtout ce que vous pensez de vous-même. Des incroyables histoires, vous en aurez encore sur Balafon Télévision et si vous voulez les raconter, écrivez-nous sur Balafon Télévision 2.0 et nous pourrons la raconter avec nos chers téléspectateurs. Au revoir.